Bonjour à toutes et à tous. Alors, je dois amorcer le débat en traitant d'un sujet compliqué. Que savons-nous du vote RN? Alors, au risque de vous surprendre, je dirais que nous savons beaucoup de choses sur le FN devenu RN, son histoire, son organisation et sa résistible progression électorale. Les sciences sociales dans leur ensemble n'ont pas démérité face à la tâche et ont produit des analyses riches, nombreuses, même si elles ne sont pas toujours nécessairement convergentes. Ces travaux, il faut se les approprier et ensuite en tirer des leçons pour l'action. Alors, la menace que fait aujourd'hui peser sur nous le RN est avant tout électorale. C'est la contrepartie de la forme présente de ce parti politique. Ce n'est ni un parti de classe, ni un parti de masse, mais ce que la science politique désigne comme un parti attrape-tout, susceptible d'agréger des groupes extrêmement variés d'électrices et d'électeurs. Il n'y a donc pas de portrait type possible d'un électeur ou d'une électrice du RN. Il n'est pas possible de le caractériser en bloc comme on a pu le faire pour d'autres partis autrefois. Pour reprendre une notion élaborée par Daniel Gaxis, c'est à un conglomérat électoral que nous avons affaire. Conglomérat qui présente une certaine diversité. C'est pour ça qu'on parle parfois du FN du Nord et du FN du Sud, mais en fait cette diversité on la retrouve dans l'ensemble des partis politiques et elle ne nous dit pas grand-chose en elle-même de ce qu'est le RN. Il faut bien comprendre que dans une société comme la société française, qui est une société extrêmement différenciée, pour gagner une élection, en particulier l'élection présidentielle, il faut recueillir un nombre important de voix et donc s'adresser à des groupes sociaux extrêmement variés dans la logique de la représentation et de les représenter. Cette contrainte objective, les différents candidats y répondent de diverses manières. Ces dernières années, on a vu apparaître des stratégies partisanes classiques, mais aussi des stratégies plus centrées sur le prétendu charisme du candidat ou de la candidate. C'est en partie le cas du RN, mais c'était aussi en partie le cas, même beaucoup le cas d'Emmanuel Macron en 2017. Dans ces conditions, il faut bien comprendre que ce qui fait le succès électoral du RN, ça tient ni à son organisation, ni uniquement à son idéologie, mais à sa capacité à imposer dans le débat public de nouveaux enjeux. L'immigration, l'insécurité, l'écologie punitive, le wokisme, etc., etc. Et à contraindre ses concurrents, au sein des champs politiques, à prendre position sur ces enjeux, nonobstant le caractère factice, irréel parfois même, des menaces que le RN met en avant. Cela étant dit, je voudrais donc énoncer 6 points rapidement pour faire une espèce de synthèse des travaux donc, des sciences sociales, en particulier des sciences politiques sur le vote RN. Premier point, le vote pour le RN n'est que marginalement l'expression d'un vote d'opinion en faveur d'une extrême droite radicale ou néofasciste. La grande majorité des votes RN, comme beaucoup de votes d'ailleurs de manière générale, sont des votes désinvestis, intermittents, souvent précédés ou prolongés par des périodes d'abstention, des formes d'exit et de méfiance vis-à-vis des professionnels de la politique. Deuxième point, le RN n'est pas le nouveau parti de la classe ouvrière, comme une partie de la presse nous présente parfois. C'est un mythe politologique qu'il faut déconstruire. Voilà. Quand on regarde les chiffres, effectivement, oui, il y a des ouvriers, des employés qui votent pour le RN, mais la majorité d'entre eux choisissent, si c'est un choix plutôt de s'abstenir lors des élections. Troisième point, l'analyse spatiale des votes RN, c'est-à-dire la répartition en fonction des différents territoires, quartiers, etc., ne nous donne pas nécessairement une clé d'explication très satisfaisante. Tous les travaux autour de la notion de France périphérique sont souvent des travaux peu satisfaisants d'un point de vue méthodologique. Les enquêtes de terrain réalisées par des sociologues montrent que les choses sont beaucoup plus compliquées. On rencontre effectivement dans ce qu'on appelle le périurbain des catégories populaires qui sont le plus souvent en quête de respectabilité sociale, qui aspirent à une forme de stabilité professionnelle, résidentielle et même
conjugale. Ces dynamiques sociales engendrent des formes spécifiques de rapport à la politique. Le choix du périurbain résidentiel étant le plus souvent la conséquence d'une stratégie de distinction sociale entre les plus pauvres d'un côté et les classes dominantes de l'autre. Ce qui incite une partie des habitants de ces territoires à s'identifier aux classes moyennes indépendantes, les artisans, les petits patrons, et à leur défense d'un ordre social réifié. Le dernier avatar de cette réification étant le mythe des 30 Glorieuses. 4e point. La variable sociologique la plus prédictive du vote RN est le niveau de diplôme, ce qui est valable pour beaucoup de partis d'extrême droite en Europe. Mais l'affaire est plus compliquée. Ça doit nous inciter à nous interroger sur ce que sont les verdicts scolaires, les inégalités et les discriminations produites par l'institution scolaire elle-même. L'étude des parcours des expériences scolaires montre à quel point beaucoup de jeunes issus des classes populaires font l'expérience d'une forme de mépris de classe qui conduit à des formes d'évitement vis-à-vis de la culture légitime. Et ce que l'extrême droite mobilise ensuite et transforme en ressentiment vis-à-vis des professionnels de la culture, des enseignants, etc. C'est-à-dire vis-à-vis de nous, en clair. 5e point. Les transformations que l'on peut observer dans le monde du travail, à condition de ne pas s'en tenir à des grandes généralités sur la mondialisation, peuvent expliquer le vote de salariés. Il y a dans la dégradation des conditions de vie des classes populaires, mais aussi des formes de sociabilité, des clés d'explication. L'anomie sociale est un puissant carburant du vote RN. Je rejoins ici les conclusions de Willy tout à l'heure. Le vote a une dimension collective. Et c'est pour ça que l'anomie pèse sur le vote. Des travaux récents ont également mis en évidence l'absence d'autonomie, la possibilité de participer aux décisions dans le cadre du travail comme un des facteurs qui pourrait aussi expliquer une probabilité plus forte pour le vote. 6e et dernier point, qui est un point important et qui suscitera certainement des questions et des débats. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Si on veut comprendre la dimension raciale du vote, il faut passer ce que font les sociologues, les politistes, les anthropologues, etc., par des enquêtes de terrain. Celle-ci, à l'instar de celle de Félicia Faury dans la région PACA, montre que les inégalités sociales peuvent être appréhendées par certains de nos concitoyens et concitoyennes au prisme d'un clivage racial. À partir du moment où les classes populaires les plus précarisées sont confrontées à des formes de concurrence avec les derniers arrivants sur le marché du logement, le marché scolaire, le marché du travail, etc. Or, comme l'a montré Gérard Mauger, lorsque les classes populaires se heurtent à des obstacles matériels et symboliques dans leur quête de responsabilité, elles peuvent être réceptives à des discours sur l'immoralité supposée des outsiders, qui, dans une société post-coloniale comme la nôtre, sont le plus souvent identifiés à des minorités racisées. Si cette racialisation des statuts sociaux est en soi problématique et doit être combattue, elle ne saurait pour autant être confondue avec une adhésion pleine et entière à l'idéologie du grand remplacement, telle qu'elle est théorisée aujourd'hui par les idéologues de la droite radicale. Voilà. Oui.